fidèles auditeurs et auditrices de Eno, bienvenue sur Radio Gina. Aujourd'hui, nous parlons des enfants en situation de handicap. Bien que les mentalités et les perceptions sur le handicap aient changé, la socialisation des enfants en situation de handicap reste compliquée, reste un défi. Malheureusement, ils sont victimes de discrimination et font même parfois l'objet de violences. Que faire alors pour faciliter leur acceptation, leur intégration sociale? Nous en parlons dans cette émission avec les invités du jour. Je suis Méchak Niaro. Chers invités, bonjour. Bonjour, madame. Soyez les bienvenus. Merci. Merci à vous, madame Méchak. Alors, à ma droite, non, je vais commencer par la gauche. À ma gauche, j'ai monsieur Komla Laba Maoussi. Vous êtes président de l'association Hardy Hardy. Oui, je suis président de Hardy Hardy. Hardy Hardy, c'est un think tank dédié à l'étude de la transversalité du handicap avec les défis contemporains. Je vais nommer ici paix, sécurité, inclusion, genre, équité, environnement, climat, etc. Donc, l'éducation fait partie de notre ligne et c'est avec plaisir que je suis ici. Je suis également coordonnateur du réseau des alumni Yali pour la cause du handicap. C'est un réseau qui réunit les alumni du CRL Yali Dakar et qui milite pour la cause du handicap. D'accord. Alors, on commence en même temps avec vous. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est en situation de handicap? Oui, on dit qu'une personne est en situation de handicap, pas handicapée, est en situation de handicap lorsque temporairement et cette personne-là porte une déficience physique, mentale, intellectuelle qui l'empêche ou la limite dans son interaction avec son environnement ou avec ses semblables, bien sûr sur la base de l'égalité avec ces derniers. Oui. Merci. À ma droite, monsieur Agbeko Kofi Lucien, vous êtes directeur exécutif de l'association COFEDA. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Vous êtes d'avis avec la définition de monsieur Komla sur le handicap? Oui, premièrement, je vous remercie pour l'invitation et surtout pour la pertinence du sujet. Et ce sont des sujets contemporains comme M. Laba vient de le dire. Et on parle de l'inclusion. Et nous, notre association COFEDA, on est beaucoup plus dans les questions de l'éducation des enfants, et environnement, la santé et la culture, parce que ce sont les champs d'action que notre association intervient. Et la définition qu'il a donnée, c'est bien que dans la définition, on parle de situation de handicap, que ce soit physique, moral et tout. Mais c'est très évident quand il parle du sang parce que, par exemple, quand on parle de handicap physique, il sait comment on peut l'expliquer. Vous voyez, quand il est en train d'expliquer, toi-même tu sens comment il explique parce que c'est quelque chose qui lui le vit. Oui. Et puis c'est une définition authentique, oui, qui reflète même la chose. Donc moi je vais dire, comme il a su dit, c'est une situation, comme il a dit, temporaire. Il y a des personnes que peut-être c'est le reste de leur vie qui ils vont vivre avec. Et d'autres, c'est au début de leur vie. D'autres, ils sont nés avec. Mais personne, c'est une situation que personne n'a choisi de venir, de porter ou bien d'être avec. Donc, je pense que c'est une définition qu'il a donnée qui est très authentique par rapport à la question. D'accord, merci. Alors, est-ce que le handicap est une maladie? Handicap est une maladie. On parle de maladie comme nous intervenons sur les questions de santé. Maladie, c'est pratiquement la même chose qu'il vient de définir. Quand quelqu'un est malade, c'est que cette personne est en déficience d'un organe qui ne fonctionne pas. On dit maladie, peut-être la personne a mal à la tête, parce que à ce moment, cette personne quand il souffre des maux de tête, par exemple,
Donc, ça peut être temporaire. Et comme il l'a dit, le handicap, on peut dire en quelque sorte, on peut dire que c'est une privation de ses capacités. De ses capacités. Ça veut dire que aussi on peut dire maladie, mais ça dépend aussi du niveau. Mais on peut l'inclure quand même si on veut définir la santé dans son ensemble. On peut le mettre dedans. Dans la maladie. Oui. D'accord. Oui, monsieur, comme là-bas, le handicap est-il une maladie? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le handicap, c'est pas une maladie. Néanmoins, une maladie peut générer un handicap. Donc, c'est dans cette situation où on qualifie certaines maladies de maladies invalidantes. Vous voyez l'hémiplégie, par exemple, qu'elle vous atteint, vous êtes diminué, vous êtes même alité. Oui, carrément. Et dans cette situation, vous pouvez même rouler en fauteuil roulant comme si vous étiez personne handicapée physique. Mais non, c'est une maladie qui vous a amené là. Et si vous avez une maladie qui est guérissable, là, cette situation vous bloque pour un moment. Donc, vous êtes en situation de handicap. Vous n'êtes pas handicapé. Vous êtes en situation de handicap. Alors, il y a une différence entre être en situation de handicap et être handicapé. Oui. D'accord. La distinction se fait sur la durée. Lorsque vous avez un handicap, une déficience permanente, vous êtes personne handicapée. Lorsque vous êtes une déficience temporaire, on prend l'exemple de quelqu'un un travailleur qui a un accident de travail, qui perd sa mobilité, le médecin lui demande d'utiliser des béquilles ou d'être en fauteuil roulant pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il est en situation de handicap. Il n'est pas personne handicapée. Il est en situation de handicap. Puisqu'après 3 mois, il recoupe sa santé, il va librement à ses occupations, il n'a pas de limitation, ainsi de suite. Donc la différence majeure, c'est la durée, la permanence de la déficience. Donc le handicap n'est pas une maladie, elle ne l'a jamais été. L'OMS définit le handicap comme une question qui résulte d'une déficience du poids de l'âge et au niveau de la naissance qui a une source congénitale. C'est ça, vous êtes né avec. Vous l'avez contracté en cours de vie à la suite d'un accident ou d'une maladie ou sous le poids de l'âge. D'accord. Ouais. Alors, souvent, quand on parle d'handicap, on fait référence à l'handicap moteur, sensoriel, mais on parle très peu de la santé mentale, des déficiences mentales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Oui, parce que les choses ont évolué avec le temps. Classiquement, on a l'habitude de parler des personnes handicapées physiques, moteurs, sensoriels, c'est-à-dire ceux qui ont perdu l'usage de leur sens. Et leur sens, c'est-à-dire l'auditif. Mais l'handicap intellectuel constitue aujourd'hui l'un des handicaps très très complexes. Parce que c'est la limite entre la démence, la folie et une déficience temporaire ou définitive. Parce que celui qui est ZB, par exemple, il n'est pas personne handicapée mentale ou intellectuelle. Pas du tout. C'est une maladie. C'est une maladie. Et quel genre de... C'est une maladie. Maintenant, parlons de l'handicap mental. Vous avez parlé de démence, de folie. Quelles sont les distinctions, les exemples que vous pouvez donner? Oui, vous avez des gens qui ont un retard intellectuel. C'est-à-dire, lorsqu'on dit 1 plus 1, par exemple, il prend 10 minutes pour trouver égal 2. Alors que classiquement, 1 plus 1, tout le monde sait que c'est 2. Oui. Mais lui, il a tellement de difficultés. Il est en retard par rapport à ses pairs de même âge, de même niveau, de même sexe, etc. Donc, il a un problème intellectuel qui peut être corrigé avec peut-être un suivi particulier. Oui, c'est ça un exemple de handicap intellectuel. Alors, Monsieur Agbeko, quel est le regard que la société porte sur les personnes handicapées? Bon,
Et le regard des autres, c'est des choses qui sont compliquées à dire parce que c'est ce que moi je vois de ces personnes que je peux dire. Et je pense que tout d'abord, je me dis que je pense que là où nous sommes présentement, chacun vit avec une situation, même si c'est temporaire, de handicap. Je pense, ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est ce que moi je pense. Parce que ces personnes, si tu regardes mal une personne, parce que comme je l'ai dit depuis le début, qu'il n'y a personne qui choisit cette situation. Comme on peut le dire, il y a certains qui sont nés avec, mais regarder ces personnes différentes que toi, c'est la pire des choses que moi, je vais dire. Depuis très longtemps, moi, je n'ai jamais pensé qu'il y a une personne qui est différente de l'autre. Aujourd'hui, par exemple, monsieur là-bas dit peut-être quelqu'un a de retard. Moi, je suis un scientifique. Et je peux prouver même que 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Des fois, on fait des démonstrations 1 plus 1 égale à 1. Ça veut dire que la personne n'a pas de... Il a dit égal à 1, ce n'est pas une situation de handicap. Donc, moi, je pense ceci. Je me dis que les personnes en situation de handicap sont comme toute personne. C'est simplement, peut-être à l'heure que nous sommes, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire comme moi, peut-être qu'il ne porte pas cet handicap, peut le faire. Ok. Alors vous avez l'opportunité, vous êtes scientifique, et en étant scientifique, vous pouvez dire que 1 plus 1 n'est pas peut-être égal à 2, c'est égal à 1. Oui. Mais ça, c'est à votre niveau. De façon générale, dans la société, comment est-ce que les autres perçoivent, comment est-ce qu'ils regardent, comment est-ce qu'ils considèrent les personnes qui sont handicapées? Oui, et ils les regardent parce que il veut, aujourd'hui, le monde a quelque chose. Il veut que tout le monde soit comme... je veux que tout le monde soit comme moi. Oui. C'est là-bas, c'est le jugement que nous portons aux gens. Quand vous voulez que toute personne soit comme vous, ça biaise les choses. Il faut accepter les autres comme ils sont. Et c'est pour cela qu'on parle souvent qu'on parle des mots. Bon, je ne sais pas si ce sont des jeux de mots, on parle de résilience, d'adapter, de s'adapter. Mais pourquoi toi tu cherches que je m'adapte à toi et toi tu ne veux pas adapter à ma situation? Oui. Moi je veux que la personne qui porte le handicap s'adapte à moi. Moi je ne veux pas m'adapter à sa situation. Donc, en fait, c'est le regard, ce que les gens pensent. Et des fois, c'est un peu... Quand toi, tu es dans cette manière de penser, tu vois les gens se comporter comme ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce qu'il fallait te mettre aussi à la place de la personne. Et lorsque tu lui mets dans cette difficulté, tu le rappelles chaque fois que tu es en situation de handicap, à un moment donné, il acceptera sa situation et il ne va pas chercher à sortir de là. Vous voyez, c'est des choses qui sont psychologiques que l'être humain pousse les autrui, c'est-à-dire celui qui n'est pas lui, à demeurer. Comme ça. Donc, si on comprend bien, il y a le regard, il y a un jugement qui est porté sur ces personnes. Oui, vous vivez la situation, donc je pense que vous êtes... la personne pour vraiment répondre à cette question. Oui. Comment est-ce que les gens vous regardent dans la société? On va partir des clichés, des préjugés, des stéréotypes. Vous savez, on pense que les personnes handicapées sont des incapables, que les personnes handicapées sont des charges, sont des sous-hommes. Donc, lorsqu'on vous voit, les gens sont d'abord étonné de voir la manière dont votre démarche, votre mobilité, nous éprouvons des fois de la pitié chez d'autres
Et je vais parler de moi. Des fois, quand les enfants vous voient, vous dites, maman, l'enfant crie, maman, regarde. Maman. Pourquoi? Juste parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un différent. Quelqu'un marcher de la sorte. Comment est-ce qu'un être humain peut marcher comme ça? Donc il crie, il appelle, l'enfant fait appel à sa maman pour qu'elle apprécie avec lui ce qu'elle est en train de vivre. Pendant ce temps, vous avez peut-être 10, 20 personnes, 3, des gens qui braquent leurs yeux sur vous. Vous comprenez? Donc, c'est de la discrimination, c'est de l'exclusion, c'est presque invivable. Mais bon, je crois que lorsqu'on est porteur de handicap, on se doit d'être armé contre ces formes c'est pas que l'enfant fait quelque chose de mal, hein, ce qu'il n'a jamais vu, c'est l'expression d'un étonnement. Donc nous devons être armés contre ces choses. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une personne handicapée visuelle de leur vie. Ah bon? Jamais. Bien sûr. Donc ça emmène à avoir des attitudes. Vous avez rencontré une fois une personne handicapée auditive, vous? Oui, dans mon quartier. Dans votre quartier. Il y a d'autres qui n'ont jamais rencontré. Jamais. C'est d'où la nécessité pour nous de parler d'inclusion au niveau de l'éducation ou bien de l'inclusion sociale de façon générale pour que chacun, dans sa vie, avec un peu de chance, très tôt, entre en contact avec ce genre de personnes. Là, vous saurez la richesse que vous avez en croisant ces genres de personnes. Alors, dites-moi, est-ce que les personnes adultes et les enfants vivent leur handicap de la même façon? Un enfant reste un enfant. Et quand tu veux jouer avec tes pères, et qu'on te dit qu'est-ce que tu as fait, dégage, va t'asseoir. Donc, il y a une sorte de stigmatisation. Je préfère être concret, hein. C'est pourquoi je parle comme ça. D'accord, on y va. D'accord. Ça dit, tu veux jouer avec tes pères, toi tu penses que tu peux jouer, dégage ici. Et on ne joue pas avec n'importe qui. Bon, il va se recroqueviller sur lui, mais il va s'asseoir et suivre ses pères jouer. Un adulte, pour avoir passé toutes ces étapes jusqu'à son âge, lui, il est immunisé contre... En tout cas, moi, je suis immunisé. Parce que vous avez vécu des situations... Oui, j'ai vécu. Donc, que quelqu'un me dise aujourd'hui, je sais ce dont je suis capable, je sais ce que je ne peux pas faire en raison de mon handicap, je sais ce que je peux faire. Mais un enfant n'est pas armé, outillé pour vivre ces propos discriminatoires qui font mal. Vous ne pouvez pas imaginer quand il va s'asseoir ce qu'il vit en lui. Il a envie de jouer, mais il ne peut pas. Heureusement que les choses évoluent. Aujourd'hui, on essaie de créer le sport pour les personnes handicapées. Il y a le handisport. Donc, bon, si vous nous excluez, on va se trouver... Heureusement, l'objectif de cette émission, c'est d'emmener tout le monde à l'intégration, de sensibiliser sur l'inclusion des personnes handicapées. L'intégration. Oui, l'intégration. Non, je n'utiliserai pas ce mot-là parce que l'intégration, à l'arrivée, ne serait pas loin de l'exclusion. Oui. On y reviendra. Alors, Monsieur Agbeko, on a parlé des enfants qui sont parfois stigmatisés entre eux, des enfants qui sont mis à l'écart quand entre eux ils veulent jouer, qui ne sont pas considérés. Dans les familles, comment est-ce que les enfants qui sont handicapés sont traités? Oui, dans les familles, le problème même vient de là. Des fois, si l'enfant n'a pas eu cette chance d'être né dans une famille où les deux parents, c'est-à-dire papa et maman, sont des
personne responsable. C'est de là même ça commence quand maman même met la différence entre ses enfants. Et maman dit, elle dit que toi, comme on le dit, tu es incapable. Mais c'est là-bas même que la situation, au-delà de tout, et je ne sais pas, on est venu ici, on parle de l'éducation. En sciences de l'éducation, on dit que l'enfant apprend ce qu'il voit faire. Ce que l'enfant peut apprendre, c'est ce qu'il voit, quelqu'un peut faire. Donc, vous avez une fois fait des trucs, de la philosophie, si vous avez lu Lucien Malson, vous allez comprendre comment se fait. Il faut d'abord voir, avant de pouvoir faire. Il y a beaucoup de même des livres religieux qui ont parlé de ça, qu'il y a des gens peut-être qui sont chrétiens qui peuvent dire que Jésus dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Et tu vois, ces personnes, ces enfants en situation de handicap, le premier obstacle pour eux, c'est la famille. Si la famille n'a pas su se responsabiliser et dire à la personne, ce n'est pas que tu es incapable de jouer, par exemple. C'est parce que là où tu es, il y a cette activité, c'est-à-dire ce que peut-être par exemple, je suis en situation de handicap de vue, je ne vois pas. Et il y a certaines activités que moi, je peux faire avec les autres et d'autres, pour le moment, peut-être je peux le faire demain, mais aujourd'hui, je ne peux pas je n'arrive pas à le faire. Mais maintenant, comment on me dit ça? Donc c'est là-bas qu'il y a les problèmes. Oui, c'est là-bas qu'il y a le problème. Si vous débutez à le frustrer, parce que ça ne sert à rien de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui vont te corriger, qui vont te dire des choses très énervantes, mais que tu ne vas pas le prendre mal. Mais ça dépend de la manière dont la personne te dit la chose et ça agit sur toi. Et aujourd'hui, si je ne vais pas aller loin, je n'ai pas les chiffres dans la tête. Si on voit des personnes en cette situation qui ont grandi dans cette situation, même il y a d'autres même qui ne sont même pas en situation de handicap physique ou bien quoi. Et c'est cette manière d'éduquer l'enfant fait que l'enfant sort de lui, il devient de handicap et il devient une personne en situation de handicap. Et après lui-même, il commence à rendre des personnes, il amène les gens même à rentrer dans cette situation de handicap. On peut voir, il a subi ces traumatismes venant de la famille qui est le premier maillon de la socialisation. Vous voyez, quand tu loupes ça, c'est très important ce qu'on parle de famille et enfant, et surtout que la personne, l'enfant est dans cette situation de handicap. Il fallait trouver des bonnes personnes. Si je ne vais pas, mon frère là-bas est ici, je pense même qu'il faut d'abord, parce que c'est l'éducation qui est à la base de tout, il faut d'abord commencer à former certaines personnes qui peuvent accompagner les parents aussi à savoir comment parler à ces personnes pour qu'on puisse avoir un monde aussi bien pour nous tous. Oui, c'est ce que moi je peux dire par rapport à cette question des enfants. Monsieur Maoussi, je rejoins un peu Monsieur Agbeko. On se rend compte que malheureusement les enfants qui sont handicapés ou en situation d'handicap, surtout mental, sont victimes de violences. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Victimes de violences. Oui. Qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques. Je vais prendre l'exemple d'un enfant autiste. Oui. Vous savez, dans les différentes formes d'autisme, vous avez ceux qui sont vraiment turbulents, entre griffes. C'est-à-dire si vous ciblez, si vous n'avez pas l'amour
de l'enfant, la compréhension, l'esprit de compréhension, vous direz des choses, vous ferez des choses hors du commun. Parce que ils ne comprennent pas ce que leurs pères de même âge comprennent. Quand tu dis ne fais pas, c'est exactement le contraire que lui fait. Ne fais pas, il fait. Donc ça peut conduire le parent à le violenter. Non, on ne peut pas dire que ces attitudes devraient amener un parent à violenter son enfant. Mais naturellement, le papa serait amené. Nous, notre travail, c'est de dire il faut comprendre l'enfant. Il faut comprendre la situation de l'enfant. Comprendre que lui, il n'est probablement pas comme les autres. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il faut trouver une manière de lui parler. Si tu as l'habitude de dire, de crier pour faire comprendre aux autres ce que tu aimerais dire, lui, c'est quand tu cries. Qu'il fait le contraire. C'est quand tu cries que lui, il est fier même de tes cris. Donc, si tu ne changes pas, bon, on peut te donner l'autorisation de le frapper. Tu vas frapper 366 jours sur 366. Parce que lui, à chaque fois que tu cries, il est fier. Tu verras qu'il rit, qu'il va rire même. Et au fait, il faut vivre avec ses enfants pour comprendre leur fonctionnement. Donc, l'idéal, c'est de mettre la violence de côté. De toutes les façons, à un moment donné, tu ne peux plus battre l'enfant. Il sera habitué. Non seulement il sera habitué, à un certain âge, tu ne peux plus le battre. Oh ben, si tu veux oser, tu verrais qu'il va riposter lui aussi. Donc, il faut comprendre ça très tôt et trouver des alternatives, des moyens pour pouvoir éduquer l'enfant, lui faire comprendre des choses. Ils sont malléables, je vous assure. Et puis, c'est des enfants aimables. Oui. Donc, il faut aller à leur école, il faut apprendre leur langage et savoir communiquer avec eux. Bien sûr. Que ça soit un handicap mental, moteur ou sensoriel, c'est la même chose. Non. Moi, par exemple, je me rappelle pas la dernière fois, j'ai injurié quelqu'un. J'ai pas ce langage-là dans mon jargon. Les injures, tout ça. Donc, moi, je suis pas violente par nature. Donc, je disais plus haut que le handicap intellectuel est beaucoup plus complexe. Parce que ça vient d'ici. Et quand ça vient de là, la raison n'est plus là, par moment. Donc, il faut avoir un système bien défini à la personne pour pouvoir l'encadrer. Pas comme les autres. Le handicap auditif, bon, on n'a pas un caractère violent. Donc, c'est différent. C'est différent. Oui. D'accord. Alors, les enfants qui sont en situation de handicap ou qui sont handicapés, quels sont les défis auxquels ces enfants-là font face dans la vie quotidienne? Les défis sont énormes. On était en train de peindre l'exclusion dont sont victimes ces enfants. La discrimination, les stéréotypes, les trucs là. Les clichés. On va prendre par exemple handicap par handicap. On va prendre un exemple. Le handicap physique. Le problème majeur des enfants handicapés, moteurs ou physiques, c'est l'accessibilité. Vous avez un enfant qui est en fauteuil roulant ou qui va à l'école, que tous les bâtiments de l'établissement sont en marche, c'est-à-dire qu'il n'y a que des escaliers partout, il n'y a pas de rampe. S'il est en fauteuil roulant, il n'y a pas d'espace de mobilité, c'est-à-dire si tu es en fauteuil roulant, tu dois avoir un espacement nécessaire pour pouvoir faire te mouvoir, te déplacer facilement, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on n'a pas pensé à ces enfants lors de la construction de l'édifice. Donc, d'entrer à l'école, lui, il a un problème. Monsieur Lucien, oui, parlait tantôt du cocon familial. Vous savez, il y a des gens qui répudient leurs femmes parce qu'ils ont mis au monde un enfant
en malformation, handicapé, parce qu'ils estiment que c'est le Dieu qui l'a frappé comme ça, parce qu'elle a dû faire quelque chose forcément. Et les femmes sont répudiées. Et c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui abandonnent leurs enfants handicapés parce qu'elles ne s'imaginaient pas donner naissance à un enfant handicapé. Mais généralement, c'est les hommes qui mettent la pression sur les femmes, qui mettent au monde, les abandonnent à leur sort. Et déjà, à ce niveau, la famille, les oncles, tout ça là, tout le monde est contre la maman et l'enfant. Du coup, l'exclusion naît depuis la famille. Je parle tantôt de l'école. Ça, c'est pour l'enfant handicapé physique qui a un problème d'accessibilité. Pour l'enfant handicapé visuel, vous pensez qu'il peut aller à l'école que nous allons là? Non. Puisqu'il n'y a aucune mesure pour lui permettre de suivre le cours comme les autres. Parce que lui, il doit apprendre le braille. Mais s'il n'y a pas un enseignant formé, il ne peut pas. Mais s'il ne peut pas, il reste à la maison. C'est la solution la plus facile. Pour l'enfant auditif, c'est pareil. Il faut un enseignant qui sait manier la langue des signes. En tout cas, qui soit en mesure de dispatcher ce qu'il est en train de dire là et à cet enfant-là. Ce qui n'est pas évident. C'est vrai que le Togo fait énormément d'efforts, il faut le reconnaître aussi, parce qu'on a dû cibler certains endroits pour faire l'expérience. Et on a formé... une école spéciale? Oui. Il y a plein d'écoles spécialisées. D'accord. Pour ça. Il y a plein d'écoles spécialisées pour les enfants handicapés visuels, handicapés auditifs. Ça existe. Sur toute l'étendue du territoire d'ailleurs. Qui sont pilotés par des privés, des fois subventionnés par l'État, par endroit. Mais c'est ce que nous décrions aussi en ce 21e siècle, en 2023. Et cette situation, cette séparation, cette ségrégation des enfants fait en sorte que, nous l'avions dit tantôt, les enfants qui sont dans l'éducation ordinaire classique ne sont pas en contact avec leur père en situation de handicap. Du coup, ne savent pas ce qu'ils vivent. Ce n'est pas à 40 ans ou à 35 ans que tu vas commencer par t'intéresser à la question du handicap. C'est faux. Là, on va te dire jusqu'au jour où toi-même tu sois atteint. Parce que quand tu n'as jamais vécu. Moi, mes amis, depuis le banc, savent de quoi je suis capable et me connaissent. Donc, du coup, leur parler du handicap, ils ont vécu avec une personne handicapée. Donc, parler du handicap ou intégrer la question du handicap dans leur... ne les pose pas de problème. Ils comprennent facilement. Mais pour quelqu'un, on doit même penser à bannir ça. Le Togo est sur la voie. Parce qu'on parle désormais de l'éducation inclusive. Oui. Où on intègre dans une même école ordinaire les enfants handicapés. Où ils suivent le même cours que les pères non handicapés qui sont là. Le professeur est formé pour ça. Et si c'est un enfant handicapé visuel, le professeur est formé en écriture braille, tout ça là. Ça se fait au Togo aujourd'hui. L'idéal, c'est qu'on arrive au point où on puisse fermer les écoles spécialisées. Parce que ça crée de la ségrégation. Et ça ne permet pas l'inclusion. Non. C'est aux antipodes de l'inclusion. D'accord, merci. Monsieur Lucien, comment est-ce qu'un parent doit réagir? Comment est-ce qu'il doit se comporter pour emmener son enfant à accepter son handicap? D'abord, pour cette question, amener quelqu'un à accepter sa situation, c'est d'abord toi. Est-ce que tu l'acceptes au même titre d'humain que toi? C'est-à-dire en tant qu'humain. Quand tu es un être humain, il faut être capable, parce que moi je parle de tout est de la capacité. Il faut être capable d'accepter l'autre comme un être humain comme toi. Monsieur là-bas parlait des ségrégations, de sous-estimer les personnes. Accepte d'abord, un parent doit accepter
son enfant comme un humain. Quand on parle, il y a quelque chose que mon ami était en stage à l'hôpital et il est venu me dire quelque chose qui me tourne à la tête depuis qu'on est fait. La femme donne naissance à un bébé, elle dit que le bébé n'est pas beau. Que le bébé n'est pas beau. Oui, vous voyez, vous voyez, donc déjà le matin, après elle choisit de passer des pommades à l'enfant pour que tu vois, c'est des trucs que pour changer le teint, l'apparence de l'enfant. Et l'enfant devient, excusez-moi de le dire, maladif. Après, et tout ce qu'il gagne, il faut aller à l'hôpital. Parce qu'elle a refusé d'accepter son enfant comme il est. Vous voyez des choses comme ça. C'est horrible. C'est très horrible. Et c'est des choses qui se passent souvent. Si tu discutes avec les personnes qui sont dans les centres de santé, ils vont te dire que c'est des choses qui viennent régulièrement, qu'on n'en parle pas. Parce que, comme en Afrique, tout est devenu urgent, qu'on ne sait pas quel sujet il faut aborder. Oui. Vous voyez, tout est devenu urgent. Parce qu'on a laissé beaucoup de choses et que tout est venu au même moment, on ne sait pas comment prioriser les choses. C'est bien peut-être que sage-femme bien, l'infirmier voit la dame qui est en train de stigmatiser son enfant à la naissance. Il y a d'autres mains qui vont même loin, coucher sur l'enfant là-bas parce que l'enfant n'est pas... Ce que je vous dis, pour étouffer l'enfant. Étouffe l'enfant. Si vous allez à l'hôpital, dans les hôpitaux aujourd'hui, les médecins peuvent vous donner des rapports comme ça. Et maintenant, quand cette situation arrive et qu'à la naissance ou suite à un accident, à un événement malheureux, son enfant se retrouve handicapé, mais de façon définitive, comment est-ce que les parents doivent se comporter avec cet enfant? C'est ça que je dis, quand l'enfant est né comme ça, la première des choses, c'est de l'accepter et de le mettre en confiance. De lui dire, c'est bien, tu n'as pas toutes les facultés comme les autres. Peut-être que tu ne peux pas courir comme les autres. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas atteindre tes objectifs de la vie. Je sais de quoi parle moi. Monsieur là-bas, c'est un grand juriste que je connais. Ce n'est pas parce qu'il vit dans une situation de handicap qu'il ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que cette personne aussi peut faire, bien même que d'autres ne peuvent pas le faire. Si vous rentrez beaucoup plus dans les archives de les guerres qui sont passées, vous allez voir même que à ce moment, surtout la Première Guerre mondiale, que la révolution n'est pas encore faite, il y a certains équipements de guerre que c'est des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire tout qui ont un problème de mobilité parce que et ils ont cette facilité de s'asseoir, de rester à un même lieu durant un certain temps. Vous voyez? Donc, ils étaient capables de pouvoir faire vite certains travaux. C'est ça, moi, je parle de la spécialisation. Il faut que très tôt le matin, qu'on puisse permettre aux gens de découvrir ce qu'ils sont capables de faire. Et si le parent n'arrive pas à donner ça, si tu, en tant que parent, tu n'as pas cette capacité de faire, fais appel à quelqu'un d'autre qui a cette capacité de pouvoir aider ton enfant à aller. Là, pour finir ça, j'étais à Abidjan la dernière fois, j'ai suivi un ami, il est orthophoniste. C'est un monsieur, il avait de l'argent, c'est un boss. Après un accident, ils ont fait une opération. Après tout, il n'est pas quelqu'un qui
tout le monde connaît. C'est quelqu'un qui même enseigne l'art oratoire, qui ne peut plus maintenant prononcer un mot. Donc, on l'a appelé. D'abord, quand mon ami me dit, quand il est venu premièrement, parce que comme il n'est pas venu avec une grosse voiture, déjà la famille est en train de dire, est-ce que lui là, il peut faire ce travail? Donc, ils n'ont pas mis même le monsieur qui est en la situation en confiance pour qu'il puisse écouter. Il fallait, quand il est allé, parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu, qu'il a commencé le travail, et ça évolue. Le jour où je suis allé chez lui, c'est lui maintenant qui apprend à cette personne comment manier les mots. Et aujourd'hui, il m'a dit que ça fait un mois qu'il a commencé, mais ça revient. Il commence à se rappeler de certains mots. Parce qu'au début, quand il est venu, il ne peut pas reconnaître rouge, il ne peut pas reconnaître un mot. Mais aujourd'hui, il arrive à faire. Parce que c'est une personne qui a fait des études dans le domaine pour pouvoir apporter des solutions. Moi, je pense que ça serait très important quand je sais que je ne peux pas faire appel à ces personnes qui sont spécialisées, m'aider afin que l'enfant ne devienne pas de charge, parce que lorsque tu n'as pas bien fait, il va devenir charge de toi toute sa vie. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter. Alors, monsieur Komla, là-bas, qu'est-ce que l'État doit faire pour permettre aux enfants qui sont handicapés ou en situation de handicap de bien jouir de leurs droits? L'État. Oui. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peut-être citer quelque chose. D'entrée, oui. Il faut que l'État intègre dans son fonctionnement la question de l'inclusion des personnes handicapées de façon générale. Maintenant, nous avons une direction de l'enfance. Parlant des enfants, nous avons une direction de l'enfance, nous avons une direction des personnes handicapées. Pour ma part, je pense qu'on doit étendre l'éducation inclusive. L'éducation inclusive doit être étendue. Assister, l'État le fait déjà, mais dans une petite portion, quoi. Donc, on doit étendre ça, assister les familles pour qu'elles soient outillées à accompagner leurs enfants. Parce que l'État, à mon avis, vu notre situation sociale, économique, aura plus de moyens à recruter des gens pour qu'ils puissent, des assistants sociaux, pour qu'ils puissent assister les familles d'enfants handicapés. Maintenant, une fois que la question de l'éducation inclusive est réglée, je pense qu'il faut penser à l'insertion professionnelle ou à la formation professionnelle des enfants handicapés. Ce qui n'est pas gagné d'avance parce que là aussi, il faut l'orientation. Parce qu'il y a les formes de handicap qui sont graves. Donc, on doit essayer de voir, en tant que porteur de handicap, toi porteur de handicap, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut que je me pose cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir, avant de m'orienter dans mes études universitaires ou dans ma formation? Parce qu'il y a des formations de nos jours, si tu le fais, c'est pas que parce que tu es personne handicapée que tu es au chômage. Donc ça n'a rien à voir. C'est parce que la formation n'a pas de débouché. Du coup, c'est vraiment compliqué. Ça veut dire quoi? Jésus l'a dit, si c'est compliqué pour le bois vert, pour le bois sec, ça sera encore c'est extrêmement compliqué pour le bois sec. Lui, donc, il faut qu'on ait un regard beaucoup plus particulier sur la question des enfants. Okay. Alors, merci pour votre mot. Monsieur Agbeko Kofi Lucien, vous êtes directeur exécutif de l'association COFEDA. Et vous, monsieur Komla Labama aussi, vous êtes président de l'association Hardy et vous êtes également juriste. Je vous remercie et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sur Radio Jina.
Chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 11h GMT pour aborder une autre question. Au revoir et à très vite.